Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Au cœur de l'environnement. Le dragage de sable est une activité qui intéresse bon nombre de personnes aujourd'hui, une activité qui n'est pas sans conséquences et bien sûr l'environnement. Nous ferons le débat aujourd'hui avec mes invités déjà en studio. Crispus Dandaro, bonsoir. Bonsoir Monsieur Atu. J'espère que vous vous portez bien. Super bien. D'accord. Vous êtes ingénieur forestier, spécialiste en estimation carbone et gestion de la faune sauvage, c'est bien cela? Exactement. D'accord. Alors, en face de vous, Césaire Kodjo, bonsoir. Bonsoir Monsieur. Vous êtes par contre président de l'Organisation des jeunes pour l'eau et les changements climatiques. Comment se portent les jeunes? Oui, les jeunes se font bien. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ce reportage de nos confrères de l'ORTB. Plus un seul jour ne passe sans que les populations de Djekota, dans l'arrondissement de Godomè, ne crient leur ras-le-bol. Elles subissent au quotidien les nuisances causées par l'installation et l'exploitation des carrières de sable. Une activité qui a vu le jour il y a quelques années après l'interdiction de la commercialisation du sable marin. L'État a pris l'option d'encourager que des investisseurs économiques s'engagent dans cette voie-là après l'interdiction du prélèvement du sable marin. Et donc l'État a mis en place des mesures incitatives. C'est ainsi que mon épouse et moi nous sommes lancés dans ce business-là qui au fil du temps s'est révélé très complexe. Bien que le sable soit utile aux populations dans leurs différents besoins en construction, le dragage n'est pas sans conséquences sur l'environnement. L'État est très regardant de l'impact que cette activité pourrait avoir sur l'environnement. Et il y a un plan qui est défini auquel souscrit l'investisseur. Par exemple, notre activité consiste à prélever du sable et donc à créer des plans d'eau. Et cela a forcément une influence sur l'équilibre du milieu. Et nous sommes contraints de faire de la réparation au moment où nous devons nous en aller. Les populations, quant à elles, demandent un regard bienveillant des autorités à divers niveaux. Mieux, elles plaident pour un bon civisme de la part des exploitants de carrières. Nous avons trop de difficultés, surtout au niveau de nos voies. Les promoteurs en font un peu, mais il va falloir que l'État même regarde un peu dedans. La seule chose qui nous dérange dans cette situation est qu'il y a trop de sable sur la voie, ce qui rend la tâche difficile aux usagers et surtout aux enfants. Nous exhortons les autorités et les promoteurs des carrières à nous réparer la voie. Si le sable extrait de ces carrières est indispensable en tant que matériau de construction, la régulation de ce secteur est importante pour assurer sa survie et permettre aux populations ainsi qu'aux exploitants d'en bénéficier. Alors, retour sur ce plateau, Césaire Kodjo Sonou, comment est-ce que vous trouvez l'élément? Dites-nous ce que vous pensez de tout ce qui a été dit. Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est ce que nous vivons au quotidien. Le dragage de sable, c'est un phénomène qui, d'abord, on va dire, la population pense que c'est une activité rentable, mais la réglementation n'est pas appliquée. Et donc, il va falloir qu'on réglemente un peu cette activité le secteur, oui, pour que ce soit vraiment opportuniste à toute la population. D'accord. Crispus Dandaro, oui, vos impressions? Oui, effectivement, je vais abonder dans le même sens. Déjà, l'élément nous a présenté un peu le quotidien des populations sur le terrain quand on parle de dragage de sable, comment ça se fait et tout. Certaines personnes ont eu à parler. On a vu un peu leur quotidien dans cette activité. Et justement, c'est une activité qui va dans les deux sens. Il faut vraiment peser le pour et le contre pour pouvoir davantage, pour savoir comment mesurer l'impact et quel pas poser, quelles sont les actions qui sont à poser pour davantage, pour que ça puisse profiter à tous. Voilà. D'accord, Césaire, pour le Benoît Landa, quand on parle de dragage de sable, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? D'accord, merci beaucoup.
Quand on parle de dragage de sable, c'est tout simplement une activité qui consiste à extraire le sable dans un espace hydromorphe. D'accord. Ça veut dire ça peut être les bas-fonds, au niveau des espaces marins et autres, pour servir à d'autres fins. D'accord. Ouais. Au Bénin, nous avons des espaces qui sont dédiés à cet effet. Voilà, le fleuve Ouémé et d'autres pleins qui sont effectivement à cette activité. D'accord. Amos, oui. Oui, Crispus. Et justement, le dragage de sable, comme il a dit, c'est le fait d'extraire du sable dans le fond des fleuves et autres. Et moi, je vais plutôt, avant de m'appesantir sur la définition, pourquoi, ou bien à quel moment on est venu au dragage de sable au Bénin? C'était en 2018, suite au décret que l'État a eu à prendre pour interdire l'exploitation du sable marin. Du coup, les populations se sont tournées vers le dragage de sable, vers l'exploitation de tout ce qui a rapport avec le sable, aller extraire le sable dans les fleuves, dans les lacs et autres. C'est là que nous sommes venus au Bénin. On a commencé par assister à cette activité qui prend davantage de l'ampleur. Le dragage de sable, ces gens, ils vont dans le fond du fleuve et ils reviennent avec le sable qui s'y trouve. Maintenant, il y a une petite démarcation, une petite différence qu'on va faire quand on parle de l'exploitation du sable. Il y a deux catégories. Il y a les carrières d'exploitation du sable et le dragage de sable. Comme il le disait tout à l'heure, le dragage du sable, ça fait uniquement ça fait référence plutôt au sable qu'on tire dans le fond. Mais les carrières de sable, c'est peut-être des gisements, des endroits où on identifie et on exploite le sable qu'il y a là. Ok, d'accord. Vous êtes David? Oui, je suis David. Et beaucoup plus chez nous, c'est le dragage qu'on observe et c'est surtout ce que nous vivons. Et c'est ce que l'élément aussi a présenté tout à l'heure. Mais dans la forme pratique, comment ça se passe? Est-ce qu'il suffit juste d'extraire le sable? Comment ça se passe concrètement? Voilà, de façon pratique, moi je vais plutôt parler de mes expériences. Vos expériences. Je suis de la base parler de l'Ouémé. Et donc, depuis tout petit, nous voyons sur le fleuve Ouémé comment est-ce que ça se passe. Et quand je prends part à la vie ici pour rentrer chez moi au village, je vois aussi comment ça se passe avec les machines actuellement. Alors, sur le fleuve Ouémé, comment ça se passe? Lorsque nous voyons, nous circulons sur le fleuve, nous voyons souvent des jeunes gens qui viennent avec des bacs motorisés. D'accord. Et il peut s'agir de 4 personnes, 2 personnes à l'intérieur de la bac et 2 personnes sur des échelles qui plongent dans l'eau. Oui, dans le fond du fleuve, ils vont avec des seaux, ils gardent des seaux en main pour aller extraire. Risqué, tout ça? C'est pas risqué? C'est risqué, il y a des risques. Il y a des risques de noyade. On peut entendre que, surtout pendant des crues, voilà, il y a tellement de risques. Mais la population, on s'en fout, puisque c'est une activité un peu rentable pour eux. Donc, on se met dedans et puis ça va. D'accord. Alors, Crispus Dandaro, les impacts environnementaux de l'extraction du sable. Oui, les impacts, il y en a plusieurs. Déjà, quand on parle d'impact, on peut aller dans les deux sens, que ce soit positif ou bien négatif. Mais je reviens rapidement sur la question précédente, comment ça se fait. C'est un peu le schéma qu'il a décrit. Ils vont sur le fleuve à 4. Il y a 2 personnes qui vont descendre dans le fond avec des bassines. Ils iront prendre le sable et vont revenir. À leur retour, les 2 qui sont dans la pirogue vont se charger de rapidement reprendre ce qu'ils ont amené, décharger ça dans la pirogue et leur retourner cela et retourner à l'intérieur. Et dès que la pirogue est pleine, ils vont revenir vers la berge maintenant, décharger cela et revenir. Et ça peut durer 3 heures, ça peut durer 4 heures. Ils le font de manière intermittente et toute la journée. Mais à Kassato, nous voyons, je ne sais pas si c'est à Soava, nous voyons plutôt des camions qui sont stationnés. Justement. Nous allons voir ça tout à l'heure et qui reçoivent les sables et après... Justement, il faut que les pirogues apportent le sable vers la berge. Les camions ne peuvent pas aller à l'intérieur prendre. Donc les pirogues apportent le sable vers la berge et puis les camions la chargent. Et comme ils prennent le relais. Ils prennent le relais. Et justement, cette activité n'est pas sans conséquence. Déjà, les populations vivaient de l'exploitation du sable marin. Donc ça, justement, par rapport aux conséquences, nous allons revenir tout à l'heure. Ok. Oui. Césaire, dites-nous, mais est-ce qu'il y a une loi qui réglemente le secteur? Oui, bien sûr. Avant de revenir sur les lois, je vais retourner un peu en arrière pour dire que c'est vrai, il y a l'exploitation est manuelle et aussi on peut le faire avec les machines. À cause de la modernité ou toutes choses là. Ah, il y en a qui font avec des machines? Oui, il y en a.
Et dans la commune de Soava, à côté ici, nous avons des machines qui le font. Et c'est pourquoi il y a tellement de camions qui sont stationnés sur la voie et ils vont, ils reviennent. Et par contre, dans d'autres milieux, il y a uniquement cette exploitation manuelle qui se fait et avec beaucoup de risques, comme on le disait. Donc, on va y revenir sur les conséquences tout à l'heure. Parlons de loi. Il y a le code minier que nous avons et la loi cadre sur l'environnement, en ces articles 3, d'abord qui stipule que tout citoyen doit protéger l'environnement, quel que soit ce que je fais, quelle que soit mon activité. Ça, c'est un droit pour tous les Béninois. C'est un devoir, enfin, pour tous les Béninois. En ces articles 21 autres et suivants, ça précise beaucoup plus les conditions dans lesquelles il faut prélever les sables. Et surtout, le code minier a mis accent sur cela. Les réglementations, comment il faut le faire, les promoteurs, et même la population, et quelle distance, quelle profondeur, sur quel espace et de quelle manière. Tout cela a été décrit, mais malheureusement, l'application pose problème. Nous voyons autre chose carrément. Voilà, c'est autre chose. Alors, vous permettez, avant de poursuivre dans les débats, nous allons suivre cet élément rapide. Merci. Qu'est-ce qui justifie cette sortie des riverains de Kokoto-Mazunga qui dénoncent les conséquences de l'exploitation du sable? Claude Agbado est président du comité national de suivi de la filière dragage du Bénin. Il explique. C'est que quand les camions passaient, la voie qui est incriminée, les camions ne prenaient pas par là. Donc la voie n'était pas compactée. Donc quand on a ouvert la voie pour le trafic des camions, il y a eu le mouvement, le sol étant sous l'eau, il y a le mouvement du sol qui fait que ça laisse du sable. Et on a demandé, de concert avec l'administration minière, nous avions demandé aux promoteurs de reprofiler la voie tous les soirs pour permettre à la population de pouvoir rentrer librement dans leur maison. Ce qui n'était pas fait. Et sur une période de 2 jours, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait parce qu'ils sont 2. L'un dit c'est l'autre qui doit faire, l'autre dit c'est l'autre qui doit faire. Et là, la direction des mines, de conseil avec le comité national de suivi, pris les responsabilités, on les a suspendus pour qu'ils puissent s'exécuter, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, vous avez constaté que tout est bon. Et là maintenant, je pense que si c'était dans cet état, il n'y aurait pas cette revendication de la population. Et la prompte réponse des autorités compétentes qui s'est traduite par une descente sur les lieux d'une délégation conduite par le directeur général de l'environnement et du climat au ministère du cadre de vie et du développement durable et du directeur général des mines. Non pas que pour s'enquérir de la situation, mais trouver solution aux préoccupations des riverains. Et nous avons pris les mesures qui sont un certain nombre. La première mesure, c'est de pouvoir aménager la voie et donc construire un grand dallo pour faciliter la circulation des populations vers leur maison, vers leur son d'activité. Ensuite, il faut donc pouvoir entretenir la voie. Donc, nous avons donné l'instruction aux exploitants de sable pour que la voie soit entretenue. Et comme nous avons constaté un retard dans l'entretien de la voie, nous avons suspendu momentanément l'activité le temps que tous les travaux d'aménagement puissent se faire et qu'on puisse expliquer encore aux populations les comportements à avoir sur certaines routes. Il y a des problèmes partout. Comment est-ce que nous enseignons pour trouver des solutions, les régler définitivement? Et donc, depuis lundi, l'activité de dragage dans cette localité précisément a été suspendue pour que nous puissions lever tous les points de blocage concernant l'accès. Martin Pépé-Aïnan rappelle que le ministère du cadre de vie et du développement durable veille plus que jamais au respect du plan de gestion environnementale et sociale avec, en souci constant, l'intégration de mesures adaptées aux réalités sur le terrain. À chaque certificat de conformité environnementale est annexé le plan de gestion environnementale et sociale. Le rôle du ministère du cadre de vie, c'est de veiller à ce que ce plan de gestion environnementale et sociale soit respecté. Des mesures sont définies, le DG Mines vient de rappeler, il y a l'aménagement des voies, il y a ce DALO sur lequel nous nous trouvons. Ça fait partie des mesures, il y a aussi la construction d'infrastructures socio-communautaires. Nous, pour ce qui nous concerne, c'est de voir si ces mesures qui ont été prises pour l'atténuation des impacts sont respectées. Nous sommes arrivés et vous avez constaté avec nous que les travaux déjà ont été suspendus. Donc il n'y a pas de camions qui circulent actuellement pour que nous puissions vérifier
avec le ministère de l'eau et des mines, puissions vérifier donc, la mise en œuvre donc, de ces mesures qui sont en cours. D'alors réalisé, revue des voies d'accès, heures de passage des camions réglementés. Ainsi, tout est bien qui rentre bien en ordre. Alors nous constatons que l'État joue sa partition, essaie de ramener la population à l'ordre, mais dites-moi, d'autant plus que nous sommes déjà pressés par le temps, quelles sont les conséquences de cette pratique? Justement, on va en parler parce que c'est important de savoir quelles sont les conséquences pour savoir quelle est la solution. Il faut partir des conséquences. Déjà, ça a des conséquences néfastes sur l'environnement et même sur ceux qui font l'exploitation. Commençons par l'environnement déjà. Ça favorise en fait la dégradation du sol? Et pas le sol, parce que la beige, ça permet à reculer la baisse en quelque sorte. Déjà, le fait que le sable soit continuellement exploité, le fait que la beige plutôt est en train de reculer, va favoriser d'autres choses comme les inondations et autres qu'on observe dans les villages alentours. Et pour aller plus loin, quand on parle d'extraction du sable, le traquage du sable, c'est que le sable est prélevé dans le fleuve. Donc lorsque c'est prélevé, ça va augmenter la profondeur. Du fleuve à ce niveau. Et quand la profondeur est augmentée, ça a d'impact que ce soit... Sur les espèces, n'est-ce pas? Oui, sur les espèces, bien que ce soit sur les hommes. Pour les hommes qui sont dans les environs, ça devient un danger de plus. Tout à fait. Et pour les espèces... Voilà. Et pour les espèces animales, les poissons, quand on rentre dans l'équilibre écosystémique, il y a de ces poissons qui aiment vivre beaucoup plus en surface. Il y a certains qui vont vivre beaucoup plus en profondeur. Du coup, quand le sable est extrait, et puis il y a une certaine profondeur qui devient plus accentuée, les poissons qui doivent vivre beaucoup plus en surface vont se retrouver dans un milieu où ils doivent aller davantage en profondeur. Et il y a l'autre chose aussi, la turbidité de l'eau qui va augmenter. Et il faut reconnaître aussi que là où cette activité se fait, peu de poissons vont pouvoir trouver refuge à ce niveau parce qu'il y aura la destruction de leur frayère, un certain nombre de choses qui va déséquilibrer l'équilibre, qui va mettre en mal l'équilibre écosystémique qui était mis en place. Qui était à ce niveau. Et même au-delà de cela, ça a des impacts sur ceux qui font cette activité. J'ai parlé tout à l'heure des cas de noyade, certains qui se noient et qui décèdent par cette activité, justement parce qu'il faut pouvoir retenir sa respiration, aller en profondeur. Et en revenant, les techniques de nage pour revenir seul en surface, sont différentes des techniques pour garder un récipient contenant du sable et revenir en surface. Donc ça peut entraîner tout cela aussi. Et quand on va aussi au niveau de la population, au niveau de la population, les zones où ces extractions sont faites souvent, il y a des camions qui vont circuler tout le temps. Il y a des risques d'accidents pour les enfants. La dégradation de la route. La dégradation de la route, des risques d'accidents pour les enfants. Donc qui sont... c'est beaucoup de choses. Au-delà même de l'aspect environnemental, au-delà même de l'équilibre écosystémique que ça perturbe dans le fleuve, au niveau du fleuve où l'extraction est faite. Il y a beaucoup d'autres conséquences. D'accord, parfait. Césaire, Oui, merci beaucoup. En plus de tout ce que M. Crispus a cité comme conséquence, il y a également la destruction des mangroves. Parce qu'aujourd'hui, dans ces espaces hydromorphes, il y a les mangroves qui jouent un rôle crucial dans la régulation du système climatique. Et donc, plus il y a l'érosion à travers le phénomène de renard que les spécialistes, plus il y a ces phénomènes d'érosion qui s'observent, plus les mangroves sont détruits. Alors, ils vont disparaître. Et donc, le climat, même dans cet environnement, est perturbé. Au danger. Et donc, il y a l'érosion, les maisons qui sont alentour, les riverains sont perturbés. Et ça augmente le risque, l'ampleur des phénomènes néfastes. On va parler des risques hydroclimatiques, inondations, des et autres. Et puis, la population n'étant même pas encore en mesure de supporter ce qui venait, et donc va se retrouver face à cette situation encore plus dangereuse. Donc, il est important que nous puissions donc parler de quelques solutions qu'il faut pour que chacun, promoteur comme population, nous puissions respecter ce qui doit être respecté pour mener à bien ces activités. Alors, nous n'allons pas seulement parler du mal, mais nous allons quand même essayer de trouver quelques approches de ce genre. Dites-moi concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous ceux qui sont dans ce secteur puissent mieux investir dans ce qu'ils font. Merci beaucoup, Comment est-ce qu'il faut bien faire l'extraction du sable? Je crois que
le respect commence d'abord par une prise de conscience. Avant que je ne sois promoteur, on m'a délivré un certificat de conformité environnementale. C'est de ça que le DGEC parlait tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui a été dit? Il a dit que à ce certificat est annexé le PGS, le plan de gestion environnementale et sociale. Et dans ce plan est décrit normalement comment est-ce que l'exploitation doit être faite. Et dans ce plan, quelles sont les mesures avant, pendant et après? Quels sont les audits environnementaux qu'ils doivent suivre? Quel est le processus normal? Tout ça est décrit. Alors, pendant l'activité, on oublie peut-être tout cela, on met de côté et on commence à travailler. Oubliant même les risques qui sont sur soi-même, son entreprise et les autres. Nous ne travaillons pas uniquement pour l'argent, mais aussi à respecter l'environnement, à respecter les autres. Donc ça commence d'abord à mettre en exergue tout ce qui est décrit dans le PGS et sur les audits environnementaux et les employés qui sont chargés de travailler, il faut les suivre, à les amener forcément à respecter ce qui est dit. Ça, c'est beaucoup plus pour les promoteurs. Mais nous-mêmes, qui sommes population et qui allons prendre ça, nous voulons construire, non, il faut se dire que pour extraire du sable au fond d'un fleuve, d'une rivière, ça peut avoir des conséquences sur notre vie et sur toute une génération. Ça peut créer des maladies, des maladies inguérissables. Parce que ce que nous inhalons même dans l'eau, on peut ne pas être forcément... on ne peut pas avoir connaissance de ça. Donc des maladies, des risques de maladies, pour éviter cela, il faut donc se rapprocher des autorités compétentes. Faire les choses selon les normes. Normalement, selon les normes. D'accord. C'est important. Oui, c'est déjà ça. Il a abordé la plupart des pistes de solutions et autres. L'autre chose que j'aimerais aborder, vous savez, le dragage de sable, des fois, peut se révéler une nécessité dans certaines conditions. C'est en cela qu'il faudrait que le circuit soit vraiment assez réglementé, que les choses soient vraiment organisées. Je disais que ça peut se révéler une nécessité, par exemple, dans les cas d'inondation. On remarque qu'après les pluies, il y a certains fleuves qui sortent de leur lit et autres. Ça veut dire directement que derrière, il y a peut-être un ensablement. Et quand il y a ensablement, il faut pouvoir draguer pour pouvoir faire retourner le fleuve dans son lit. Donc, c'est pas forcément, le dragage de sable n'a pas seulement que des aspects négatifs. Ça peut être positif aussi dans les plans, dans les aménagements et autres. Et c'est justement pour cela qu'il faut assainir le domaine. Il faut organiser. Et cela, ça commence déjà par une prise de conscience. C'est vraiment important parce que je pense que lorsque la prise de conscience est là, on est conscient de ce que nous sommes en train de faire, des conséquences que cela peut avoir. On peut soi-même déjà commencer par réfléchir à comment minimiser ces conséquences. Mais selon vous, est-ce que la population est suffisamment informée des risques et tout ce qu'il y a autour? Est-ce que la population est suffisamment informée des risques? On ne va pas dire non, on ne va pas dire oui, parce qu'eux-mêmes sont face à la situation. Eux-mêmes voient sur des documentaires. Ça au quotidien. Voilà, j'ai suivi des documentaires sur le sujet où certains témoignent même de comment il y a eu des cas de mortalité et autres. Certains parlaient même de comment cette activité dégrade les voies et autres. Ils savent, mais il ne faut pas seulement connaître pour pouvoir prendre des décisions. Nous sommes des humains et chaque humain veut subvenir à certains besoins. Du coup, à un moment donné, le désir de subvenir à ses besoins, ça fait des fois qu'on devient aveugle par rapport aux conséquences. Ce qu'on veut, c'est pouvoir subvenir à ses besoins. Ce qu'on veut, c'est l'argent. Ce qu'on veut, c'est la ressource. Du coup, ça fait des fois qu'on va à devenir aveugle. On ferme les yeux sur certaines choses. Du coup, je pense qu'il faut aller, même s'ils le savent, le leur rappeler et savoir comment organiser cela. Parce que les gens, ils connaissent les conséquences. Et c'est parce qu'ils veulent vivre qu'ils sont obligés de s'adonner à la chose. Justement, si on va c'est ça qui leur donne à manger. Voilà. Si on va vers eux dans une certaine approche pour davantage recadrer les choses, ils seront favorables. D'accord. Césaire, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Oui, pour conclure, je dirais simplement qu'il faut que nous soyons conscients du fait que nous devons chercher de l'argent, subvenir à nos besoins, mais il faut respecter aussi l'environnement, respecter les autres. C'est très important. Oui, parce que comme quelqu'un le dit, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, la providence de ceux qui naîtront. C'est vraiment important. Ça, c'est le développement durable. Et il faudrait que le secteur soit réorganisé.
Merci beaucoup. D'accord. Crispus, nous sommes à la fin. Ouais, je vais abonder dans le même sens. Oui. Je dirais juste, et comme nous sommes les premiers à subir vraiment de manière frappante et de manière palpante les effets du changement climatique. Et justement, nous sommes la dernière génération à pouvoir faire quelque chose pour y remédier. Donc, nous devons vraiment prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre et de pouvoir poser des actes. J'invite tout le monde, que ce soit la population, que ce soit les autorités, que ce soit les médias, à jouer vraiment sa partition dans cette lutte qui nous incombe. Nous jouons déjà notre partition. Oui, à jouer davantage votre partition. Déjà, félicitations pour ce qui est fait et nous souhaitons que cela aille grandissant, que ça grandisse afin que nous puissions vraiment relever ce défi qui est... Parfait. Crispus Dandaro, merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes ingénieur forestier spécialiste en estimation carbone et gestion de la faune sauvage. Exactement. Alors, Césaire Sonou, vous êtes président de l'Organisation des jeunes pour l'eau et le changement climatique. Merci d'avoir été là. À vous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Boris Dandaro a assuré de main de maître la réalisation de cette émission. Il a été assisté d'Emmanuel et de Gérard. Et à vous, nous donnons rendez-vous pour très bientôt pour un autre numéro de Code de l'environnement.